Rebonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme comme à l'accoutumée. On débutera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir on fera une petite revue d'actualité entre le procès des Moon Guadeloupe ce matin, la visite de Sébastien Lecornu, la situation de l'eau en Guadeloupe et aussi le point Covid-19 qui s'est tenu cet après-midi en préfecture, qui était bien évidemment axé sur la vaccination et la vaccination. Mais on en parle déjà dans les infos tout de suite. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Nous ferons un point sur le rachat de la compagnie aérienne Corsair avec Patrick Vielle-Collet, président du consortium d'entrepreneurs guadeloupéens ayant investi. Puis nous sommes partis à votre rencontre, savoir si vous êtes favorable ou non aux festivités et autres défilés carnavalesques, malgré effectivement les interdictions préfectorales. Et du sport en fin d'édition avec ce coaching sportif opéré par notre championne d'athlétisme Christine Aron. Et on débute donc cette édition avec le premier point Covid-19 de l'année. 56 cas positifs sur le territoire ont été recensés contre 53 la semaine dernière. 4 779 tests effectués, soit le double de PCR et tests antigéniques réalisés les semaines précédentes. Pas de nouveaux clusters détectés. 4 personnes seulement sont placées en réanimation. Pas de nouveaux décès non plus depuis plus de 15 jours maintenant. Le taux d'incidence, lui, est de 14,85 pour 100 000 habitants et le taux de positivité de 2,11 contre 2,81 la semaine dernière, quoique l'ARS devrait revoir son calcul puisque visiblement ils se sont largement trompés sur le taux de positivité, en tout cas le nombre de personnes positives sur le département Guadeloupe. Ils se sont trompés, on serait plutôt aux alentours de 1,17%, mais ça on les laissera corriger cette erreur. Le facteur de reproduction, lui, n'est plus calculé depuis 3 semaines, puisqu'effectivement une partie des données concerne des Guadeloupéens, mais qui ne sont pas présents physiquement en Guadeloupe pour le moment. On ne sait pas pourquoi ils ont intégré ces données-là, ça nous perturbe un peu. Et petite nouveauté lors de ce point info Covid, il y avait la présence d'un virologue pour nous expliquer à quel point le vaccin est efficace et inoffensif, car si nous voulons sortir apparemment de la situation dans laquelle nous sommes, il faudrait obtenir une immunité collective et donc vacciner en masse. Dans un premier temps, les services de l'État visent 100 000 personnes prioritaires, en l'occurrence les aînés et les personnels soignants de plus de 50 ans. Même Madame Denux va se faire vacciner vendredi au centre gérontologique du Rézé, puisque ce sera le grand lancement de la campagne de vaccination. 2 injections sont nécessaires. Après la première piqûre, vous aurez droit à un rappel 21 jours plus tard. Et dès demain matin, l'Agence régionale de santé aura le matériel nécessaire pour vacciner 5 500 Guadeloupéens et recevra des doses en conséquence chaque semaine. Et effectivement, par la suite, les autorités vont donc mettre en place des centres de vaccination de proximité en plus du CHU et du CHBT. Et notez que sur ce vaccin, qui semble effectivement très prometteur, selon le virologue en question, vous l'entendrez dans l'interview, il est trop tôt pour savoir si le vaccin pourra éviter la transmission du virus et donc il faudra maintenir les mesures barrières. Le point. Nous avons nous recevons ce soir exactement, donc de quoi vacciner déjà plus de 5500 personnes. Nous allons lancer la campagne de vaccination vendredi. Donc la presse sera invitée vendredi après-midi, probablement vers 14h, avec donc le centre hospitalier gérontologique du Rézé, et puis des personnalités du territoire qui souhaitent donc se faire vacciner pour montrer combien ils ont confiance évidemment dans ce vaccin-là. Et donc je vous annonce qu'à cette occasion, étant médecin et ayant juste un peu dépassé 50 ans, je rentre dans la cible et donc je me ferai vacciner vendredi. Voilà. Ayant l'occasion bien sûr d'aller fréquemment dans les établissements de santé.
Donc, nous allons bien sûr en priorité faire en sorte de proposer la vaccination aux personnes qui se trouvent dans les établissements du type EHPAD, unités de soins de longue durée ou bien soins de suite et de réadaptation ayant plus de 65 ans, puisqu'ils font partie bien sûr des personnes les plus fragiles. Nous allons proposer bien sûr aussi en priorité à toutes les personnes qui les entourent, leurs soignants ou leurs administratifs d'ailleurs dans les établissements en question, qui ont plus de 50 ans ou qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques, de pouvoir se faire vacciner. Nous allons aussi ouvrir à partir de la semaine prochaine, dès lundi, en tout cas lundi ou mardi, au CHU et au CHBT, des centres de vaccination pour les soignants, pour l'ensemble des soignants du territoire, pareil, ayant plus de 50 ans ou ayant des comorbidités. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis, nous allons travailler dès la semaine prochaine et la semaine d'après, en lien notamment avec le comité territorial de la vaccination, qu'on a réuni déjà 2 fois, le 16 décembre dernier et le 30 décembre dernier. Donc, pour vous montrer que ça fait plus d'1 mois qu'on travaille à la planification et à l'organisation de la vaccination, pour ouvrir progressivement des centres de vaccination de proximité. Il y a une question qui revient sur le fait, est-ce que si on est vacciné, on pourra éventuellement transmettre l'infection? Alors, il y a des questions pour lesquelles on n'a pas la réponse, c'est encore un peu trop tôt, mais parce que les études se sont focalisées sur le fait, est-ce que le vaccin permet de prévenir, d'éviter la maladie, le Covid, l'hospitalisation? Donc ça, c'est ce qui a été prouvé. Et ce qui veut dire aussi que parallèlement, même si les vaccins sont aujourd'hui, vont être disponibles et donc nous allons pouvoir être vaccinés, il faut garder à l'esprit qu'il faudra quand même continuer à maintenir des mesures barrières individuelles le temps que l'on monte, parce qu'il y a quand même des raisons de penser que la transmissibilité sera également diminuée. En tout cas, la maladie, la survenue du cas de Covid, si on atteint un taux de vaccination correct, va s'effondrer. Et le programme tel qu'il a été pensé par la Haute Autorité de Santé, par la Direction Générale de la Santé, par les autorités de santé, par les scientifiques, infectiologues, virologues, me fait le porte-parole de cette communauté scientifique qui est également impliquée en Guadeloupe. Ce programme, en fait, qui vise à protéger en priorité les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, c'est vraiment l'axe qui est le plus rationnel. Et si c'est bien fait, nous sommes convaincus, notre communauté médicale et scientifique, que d'ici quelques mois, peut-être à l'été, nous serons sortis de cette problématique et nous n'aurons pas à revivre de ce que nous avons vécu en septembre dernier. Donc ça me paraît très très important à partager. Et notez que Jérôme Salomon, le directeur de la santé, entend surveiller la situation aux Antilles où de nombreux touristes se sont rendus. Et on part maintenant sur le front social avec la mobilisation des personnels du collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre. Ces derniers dénoncent le comportement et l'inutilité d'un collègue qui perturbe l'activité de l'établissement. Regardez. La situation aujourd'hui, c'est que nous, ça fait 4 mois qu'on subit un collègue qu'on a reçu et le collègue, il ne fait rien. Il fait rien, il passe son temps à nous narguer, en train de siffler au collège, les met dans les poches et il fait rien. Et ça perturbe l'ambiance du collège. Eh bien, comme elle disait, l'ambiance est perturbée, les valeurs éducatives que l'on doit passer aux enfants sont bafouées. Le travail n'est pas fait, donc au niveau sécuritaire par rapport au Covid et tout ce que l'on sait, l'hygiène générale est perturbée. Nous avons déjà des collègues qui commencent à avoir des problèmes de santé par rapport à une ambiance stressante. Quand on vient au travail, au collège de Kermadec, nous avons du personnel qui aime son travail. Et là, en arrivant,
de voir que ça ne se passe pas comme ça devrait avec un seul collègue, au niveau de la santé, tout le monde commence à avoir des problèmes. Et nous avons en charge des élèves, et les élèves voient la situation. Donc ce n'est pas bon du tout. En plus, nous sommes un petit collège. Donc il faudrait que cette situation-là change et que l'on puisse retrouver notre ambiance de travail que l'on a. Nous avons des élèves qui ont besoin de nous, qui ont besoin des agents, qui ont besoin des enseignants, qui ont besoin du personnel administratif en bonne santé et surtout volontaires pour pouvoir mettre à disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils avancent. Il n'est pas question que les élèves restent chez eux. Nous sommes dans un quartier où les choses sont trop difficiles pour les élèves. Il faut les encadrer, il faut les enseigner. Il faut que les élèves partent sur un parcours nouveau pour qu'ils puissent réussir leur année scolaire. Il y a les examens qui arrivent. À cause du Covid, on est en retard sur le programme. Donc aujourd'hui, nous voulons que la situation puisse être réglée. Et je fais un appel aux parents. Il n'est pas concevable que les enfants soient chez eux et que les parents ne puissent pas venir chercher des informations pour savoir pourquoi leurs enfants sont chez eux. Mais pour l'instant, nous nous sommes excédés. Au niveau santé, ça nous atteint. Et je ne sais pas si on pourra continuer de travailler côte à côte avec ce collègue. Puisque de toute manière, il nous nargue. Il nous nargue. Donc aujourd'hui, Madame Borel, s'il vous plaît, venez voir qu'est-ce qui se passe au sein de votre établissement et rencontrer vos employés. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et comme chaque année, les syndicats enseignants, dont le SPEG, s'érigent contre les suppressions de postes annoncées dans l'Académie Guadeloupe. Regardez. Dire que le gouvernement n'a pas encore bien compris le message que nous lui transmettons depuis bien des années. C'est clair que la rectrice nous dit ce que lui répond son ministère. Le ministère dit avoir entendu nos préoccupations et explique que c'est pour ces raisons qu'il n'y aura pas de suppression de postes du tout au niveau du premier degré cette année, parce que justement l'an dernier nous avions réussi à faire annuler l'ensemble des suppressions de postes qui étaient prévues, et en plus de ça nous avons pu aussi obtenir le fait qu'ils utilisent l'entièreté de la liste complémentaire pour le concours de professorat des écoles. Donc le premier degré, oui, il y a eu entre guillemets une réponse qui commence à nous satisfaire, mais s'il y a encore des suppressions de postes et au niveau du second degré, c'est qu'ils n'ont pas encore compris la difficulté dans laquelle se retrouve cette académie. Ça a un impact sur les conditions de travail même des élèves, parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'une affaire de moyens, nous sommes d'accord, on nous le dit souvent, donc nous sommes bien d'accord aussi là-dessus, mais le problème c'est que pour pouvoir réfléchir à une autre façon de faire dans l'éducation en Guadeloupe et de faire de la réussite pour ces élèves, il ne faut pas avoir comme préoccupation première les suppressions de postes, parce que c'est ce qui nous empêche d'avoir des effectifs plus réduits dans certaines classes et dans certains niveaux pour permettre justement une meilleure prise en charge des élèves. Lorsque nous sommes ici dans un bassin caribéen avec autant de langues étrangères autour de nous, avec notre créole, et que nous nous retrouvons dans des disciplines linguistiques avec plus de 30 élèves assis dans une salle de classe face à un enseignant, je ne vois pas très bien comment on va y arriver. Donc il y a matière à réfléchir et nous disons qu'il va falloir que tous les acteurs de l'éducation puissent s'asseoir autour d'une table pour revoir complètement ce système éducatif dans notre académie. La rectrice est interpellée en tant que représentante du gouvernement pour les affaires de l'éducation, parce que nous avons adressé un moratoire. Ce document a argumenté avec des propositions au Premier ministre, au ministre de l'Éducation nationale, ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, et aussi au président des collectivités et aussi au président de l'association des maires. Il est urgent que toutes ces personnes prennent conscience qu'il faut agir. Nous avions eu une promesse l'an dernier, certaines, ou plutôt quelques promesses, et certaines ont été tenues, c'est vrai. Nous avons eu une inspection générale de l'éducation nationale qui a effectivement constaté que nous n'inventions rien, qu'il y avait de véritables difficultés, mais il était aussi promis qu'il y ait une mission d'enquête parlementaire pour faire un état des lieux sur l'éducation de manière politique. Et nous disons que cette affaire-là ne pourra se régler que de cette manière. Il faut qu'une décision politique soit prise pour aider enfin cette jeunesse en Guadeloupe. Et notez que le député Max Mathiazan est déjà monté au créneau pour exhorter le gouvernement à maintenir ses postes ici en Guadeloupe.
Et après 8 mois d'âpres négociations, entre avril et décembre, la société Corsair appartient désormais à un consortium d'investisseurs originaires des départements et régions d'outre-mer et principalement de Guadeloupe. Une reprise qui nécessite une recapitalisation à hauteur de 300 millions d'euros, dont 30 millions d'euros en cash venus de ce consortium, un abandon de 125 millions d'euros de créances qui étaient détenues par TUI et un financement de l'État à hauteur de 136,9 millions. Le transporteur aérien visiblement est déjà prêt à redémarrer avec ses 5 Airbus A330-909 qui devaient être livrés effectivement dans le courant de l'an dernier. Dans le courant 2021, il devrait faire l'acquisition de 4 Airbus supplémentaires, ce qui devrait passer leur flotte à 9 avions. On écoute Patrick Vial-Collet. Dans une île sans compagnie aérienne, on ne peut pas se déplacer. Ça, c'est la première chose. Et que personne ne pouvait imaginer qu'on puisse revenir au duopole. 2 compagnies, c'est moins de sièges et des plus hauts tarifs. Et donc, nous, on a considéré que pour le développement économique, dans l'intérêt collectif et compte tenu de l'ensemble des entrepreneurs qui étaient là, il fallait sauver Corsair et j'ai envie de dire coûte que coûte. Alors le financement, c'est d'abord des actionnaires qui se sont regroupés, ils ne sont pas que guadeloupéens, il y a des Martiniquais, il y a des Guyanais, il y a des Réunionnais, des Mahorais qui ont amené 30 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent dans cette période de crise. C'est des fonds propres, c'est du cash, c'est pas comme on dit, un apport partiel de quelque chose. Et à côté de ça, nous avons renégocié l'ensemble de la dette. Alors tout le monde dit 141 millions, c'est pas un don. Ce sont des prêts, ce sont des moratoires. Il y a eu des abandons de créances de TUI, à peu près 125 millions d'euros. Donc le tout, c'est à peu près une recapitalisation, on va dire une restructuration à hauteur de 300 millions d'euros. C'est vrai que c'est une grosse opération. Alors le projet est simple, devenir la première compagnie de l'outre-mer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment ? En étant le meilleur service à bord, la ponctualité, des salariés qui sont proches de leurs clients. Nous, notre maître mot, c'est la satisfaction des clients. Après avoir les bons appareils, on a 5 Airbus A330-900 Neo. C'est des avions neufs, dont un qu'on a déjà reçu, mais qu'on a laissé au hangar d'Airbus à cause du Covid, et qui vont desservir l'outre-mer. Ce sont des avions qui prennent beaucoup plus de fret, 25% de consommation de fuel en moins, un confort inégalable. Donc on est là préparé avec 9 avions, c'est une 3e compagnie française, pour la première fois détenue par des capitaux ultramarins, à priorité guadeloupéenne, et donc le centre de décision est dans l'outre-mer. Patrick Vial-Collet, président de ce fameux consortium d'investisseurs guadeloupéens, et le monsieur hôtellerie de Guadeloupe qui a fait une petite polémique avec des défilés carnavalesques organisés au sein de ces établissements. Et selon un sondage Canal 10 Télévision, 40% des internautes sont favorables aux déboulés et autres festivités carnavalesques. Donc ne le blâmez pas, ni par exemple le petit déboulé qui était organisé ce dimanche, effectivement, par Akio ou par d'autres petits groupes, mais effectivement une minorité qui ne comprend pas forcément les mesures préfectorales qui ont été prises vu le niveau de circulation du virus, mais à contrario 60% d'entre vous préfèrent respecter les mesures édictées par la RS et la préfecture. Nous sommes partis à votre rencontre, regardez. Je pense que ceux qui font le carnaval quand même, ils exagèrent un peu. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que comme c'est le coronavirus, il faut qu'ils respectent les services sanitaires. Donc il faut obéir. Même si ils veulent, mais il faut quand même obéir, même si c'est dur. Parce que moi-même aussi, ça m'embête un petit peu, parce que j'aime le carnaval aussi, mais il faut quand même respecter les règles sanitaires que le gouvernement a imposées. Alors moi je pense qu'ils sont pas conscients de ce qu'ils font, parce que avec toute la pandémie là, on demande le respect, enfin les gestes barrières, et ces gens-là, je les vois, ils sont tous collés l'un à l'autre, mais franchement ils sont irresponsables en fin de compte, et c'est vraiment pas bon pour nous ça.
Moi, sincèrement, je dirais note là-dessus, hein, puisque comme moi, je ne fais pas de carnaval, donc moi, je suis indifférente en fin de compte. Ils font ce qu'ils veulent, tout simplement. Voilà. Ah bah ça malheureusement, chacun doit avoir ses propres responsabilités et faire preuve d'intelligence pour pouvoir faire en sorte que cette maladie soit mise de côté, tout simplement. Si on a interdit, il faut respecter. Il faut respecter. Parce que le regroupement, il ne faut pas. Parce que je vous assure que s'ils font ça après, il y aura du monde. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Il y aura du monde. Primo, je vais vous dire, le carnaval, ça n'a pas été trop mon truc à moi. Et les gens qui sont dans la rue en train de défiler maintenant, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien encore compris. S'ils écoutaient les infos, ils n'ont pas fait ça. Parce que ce matin, j'ai écouté BTVM, 59 000 cas. Ce n'est rien. Nos jeunes, je dis qu'il y a des parents qui doivent dire aux enfants, arrêtez, arrêtez. Parce que j'ai vu hier sur Facebook. C'est pas possible, monsieur. C'est pas possible. Inadmissible. Personnellement, je ne trouve pas ça très prudent. Voilà, parce que bon, tout le monde est collé. Souvent les gens consomment un peu pendant les déboulés. Et donc je ne trouve pas ça très prudent. Voilà, au niveau de... Parce que il faut se le dire, la distanciation ne se fera pas, tout le monde sera collé, tout le monde sera plus que collé, donc voilà, je ne trouve pas ça prudent. Je ne trouve pas très bien, vu qu'on sait pourquoi on a annulé, c'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien, donc moi je ne trouve pas ça très cohérent. Et on parle de sport avant de se quitter et de Christine Aron, notre championne du monde d'athlétisme en 2003 et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Eh bien, elle est en ce moment de passage en Guadeloupe. Une occasion pour la sportive retraitée de prodiguer de bons conseils aux jeunes espoirs, puisque visiblement on ne produit plus autant de champions que cela. Regardez. Je suis contente de voir qu'il y a des jeunes parce que depuis quelques années, on se demande où est passée la relève. Il n'y a pas autant d'athlètes de la Guadeloupe qui arrivent au niveau national, international. Et donc, on compte sur vous. Hein. Il faut continuer, il faut persévérer. Il faut être appliqué dans tout ce que vous faites. Les exercices, par exemple, les gammes, c'est très important. Les déroulés de pieds, le gainage, le placement du bassin. Ça, par exemple, j'en ai vu un tout à l'heure qui courait en cycle intérieur. Vaut mieux aller moins vite et penser à sa technique de course. Voilà. Et quand on va maîtriser la technique de course, au fur et à mesure, on met de la vitesse sur ce qu'on fait. Mais c'est vraiment les éducatifs, la base de la course. Il faut maîtriser ça. Moi, j'ai pris 4 ans à apprendre à courir. Quand je suis parti ici, je ne savais pas courir encore. Je courais en cycle arrière, comme tous les jeunes, tous les enfants. Mais c'est quelque chose sur lequel c'est une chose où il faut vraiment se concentrer, quoi. Le placement du bassin, donc travailler votre condition physique, les abdos, les lombaires. Pour les sprinteurs, ischio, quadriceps, il faut que ce soit bien équilibré. Et même dans la musculation, bon, vous êtes encore jeune. Il ne faut pas, par exemple, faire du renforcement. On peut faire plein de trucs, surtout ici, sans matériel, sans rien, avec le poids du corps, voilà, les escaliers, avec des boudins de sable, enfin avec plein de choses. Mais même ça, il faut pas être pressé de mettre par exemple des charges en musculation si vous ne maîtrisez pas un mouvement. Ça ne sert à rien. Vous allez vous blesser et c'est pas comme ça qu'on progresse. J'ai pris 4 ans à apprendre à courir. 4 ans. Hein. Mais il faut vouloir à chaque petit exercice mettre en application. Voilà, se concentrer et pas faire les choses juste pour faire les choses. D'ici la fin de la semaine, je repars. Avec déjà tristesse, hein, parce que bon. Mais bon, là, c'est pour mieux revenir. Mais même si, bon, je suis pas encore prête à revenir, mais j'y pense sérieusement. Je vais revenir dans quelques années, ça c'est sûr. Ouais. Et peut-être contribuer justement à aider nos jeunes. Bon entraînement. Et puis, continuez, hein. Des retours au pays assez tardifs quand même. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Une des informations principales, effectivement, c'est que la campagne de vaccination Covid-19 débutera ce vendredi à 14h au centre gérontologique du Rézé. Donc, ils commenceront la vaccination avec les personnes âgées, évidemment. Donc, c'était un des publics cibles depuis le départ. Vous avez aussi les personnels soignants de plus de 50 ans. Certaines personnalités visiblement politiques se feront vacciner aussi
aussi devant les caméras, vu qu'il faut effectivement motiver apparemment la population à aller se faire vacciner. Et si on fait le contraire, on est complotiste, on est pris entre deux feux avec cette histoire. En tout cas, prenez votre décision, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons et le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée, bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, j'aurai un plateau assez explosif puisque nous recevrons les Sentinelles Guadeloupe qui seront en compagnie des Moon Guadeloupe. On parlera bien évidemment des mesures préfectorales et de l'Agence régionale de santé qui ont été prises aujourd'hui, mais aussi du passage de Sébastien Lecornu. Ce matin encore, des membres de Moon Guadeloupe comparaissaient devant les tribunaux de Pointe-à-Pitre particulièrement. On va faire un petit point d'actu avec tout le monde. Et je dis bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à JL Desoutils, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Madly Congrès, à Céline Malindo, bonsoir à Elena Radrimassa, bonsoir à Ampassa Mako, bonsoir à Grégory Hall, bonsoir à Willem Cancel, à Johanna Bon, à Nawen Laura, à Franck Abar, bonsoir Général, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à Moïse Aubin Caramel, à Nadia Nad et à Alain Jean. Bonsoir et merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Mabo qui est du côté de Port-Blanc. Bisous, bisous. On se retrouve après la coupure pub.